tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 26 juin. Voici tout de suite le sommaire de cette édition. Comment adapter nos villes pour réaliser la meilleure transition énergétique possible? C'est tout l'enjeu de ce premier forum Transition Monaco qui vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Nous nous y sommes rendus. Un nouveau service de soins palliatifs vient de voir le jour au centre hospitalier Princesse Grace. Nous avons assisté à son inauguration en présence du prince souverain. C'était la 4e édition du Water Safety Day. Cette opération organisée par la Fondation Princesse Charlène rencontre chaque année un franc succès auprès des élèves de la Principauté. Nous vous en dirons plus. Jouer à la pétanque pour la bonne cause, un tournoi caritatif était organisé pour l'association Ombre et Lumière. Nous reviendrons sur cet événement. Nous continuerons de vous faire vivre les résultats des athlètes monégasques aux Jeux méditerranéens à Tarragone et nous vous en parlions dans notre précédente édition. Ce mardi, notre Focus Info sera consacré à la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Nous avons participé à ce premier rendez-vous. Nous reviendrons sur les moments marquants. Le premier forum Transition Monaco s'est ouvert mardi matin au Grimaldi Forum en présence du souverain. Au cœur de ce rendez-vous de 2 jours, l'écologie dans les villes et l'étude des modèles économiques les plus adaptés à cette transition environnementale. Le reportage de Sandrine Nègre. Il n'y a pas de planète B. Cette phrase prononcée par Ban Ki-moon il y a déjà plusieurs années révèle un caractère d'urgence toujours encore malheureusement d'actualité. Urgence évoquée lors de la première édition de ce forum. Côté organisation, Richard Attias a tenu à préciser combien Monaco, sous l'impulsion du prince Albert II, mais aussi plus largement de la famille Grimaldi, était devenu un pays référence en matière d'écologie. Car ici, la lutte contre le réchauffement de la planète, la mobilité douce et la transition énergétique sont au cœur des préoccupations. J'ai répondu sans hésiter à l'invitation qui est la vôtre, Monseigneur. D'abord parce que, je veux le dire ici, vous êtes une de ces grandes voix qui, sur cette planète, s'est élevée dès les premiers temps, dès les premiers signaux concernant cet enjeu majeur qu'est le changement climatique. Vous avez été un de ceux qui, tout de suite, a donné de sa voix, de sa personne, de son aura, pour porter ce combat qui est un combat pacifique. Et en cette période de Coupe du Monde de football, la comparaison a été faite tout naturellement. Le monde doit jouer un match contre les pollutions qu'il doit impérativement remporter. Pour mener à cette victoire, par exemple, les investissements financiers dans le domaine des énergies renouvelables et des entreprises et industries décarbonées doivent être faits. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir ici des personnalités éminentes et de pouvoir échanger autour d'idées innovantes. C'est aussi une grande satisfaction d'ouvrir un événement porteur d'espoir et de progrès. La défense de l'environnement, vous le savez, est une priorité de mon action, que ce soit en ma qualité de chef d'État ou à la tête de ma fondation. Cet engagement de la Principauté s'appuie sur une histoire féconde dont le musée océanographique, notamment, porte témoignage. Cet engagement poursuit un objectif déterminé, permettre à l'humanité de continuer à se développer sur une planète viable. Et le C40, Réseau mondial de villes, d'où le C pour Cities en anglais, souhaitait nouer des liens étroits avec le CIO pour des Jeux olympiques propres et durables. C'est désormais chose faite avec la signature de ce mémorandum lors de ce Monaco Transition Forum. Les signataires, Anne Hidalgo à la tête du C40 et de la ville de Paris, organisatrice des JO en 2024, et le prince Albert II, membre du CIO, à la tête de la commission Sport et Environnement. Un nouveau service de soins vient d'être inauguré par le prince souverain au centre hospitalier Princesse Grace. Il s'agit d'un service de soins palliatifs. Le reportage de Patricia Navarro, Loïc Marage et Clélia Renaud. Jusqu'à présent, le centre hospitalier Princesse Grace disposait d'une unité mobile de soins palliatifs. Mais désormais, un service sera entièrement dédié aux patients nécessitant des soins importants, quelle que soit la maladie dont ils souffrent. Cette unité vient d'être inaugurée par le prince Albert II. Elle compte 4 chambres. Cette nouvelle unité de soins palliatifs est destinée à apporter du confort et de la qualité de vie à des personnes en grande souffrance. Il s'agit de personnes qui sont en situation de soins palliatifs,
c'est-à-dire qui ont une maladie grave, évolutive, dans une phase avancée, pas forcément toujours terminale. Certains seront dans une situation de phase terminale, d'autres dans une phase un peu plus précoce dans leur maladie, avec un objectif de confort, de qualité de vie, traiter les souffrances, dont la douleur, bien entendu, et les souffrances psychologiques également, ce qui est très important. Le service de soins palliatifs offrira une prise en charge pluridisciplinaire et disposera pour cela également d'une salle destinée aux familles et d'une grande salle de détente avec balnéothérapie et luminothérapie. À l'issue de cette inauguration, un bel hommage a été rendu à Patrick Bini. Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace va goûter à une retraite bien méritée. Le prince Albert II, le président du Conseil national, les maires de communes voisines et de très nombreuses personnalités de Monaco, ainsi que les personnels soignants, avaient tenu à être présents. C'est Benoît de Sévelinge qui va succéder à Patrick Bini, qui sera resté à la tête du CHPG pendant 10 années. Direction la plage du Larvoto à l'occasion de la 4e édition du Water Safety Day. Une journée comme son nom l'indique qui a pour vocation d'apprendre à des élèves de la principauté les gestes de premier secours en cas de noyade. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. 70 enfants âgés de 11 à 13 ans ont été accueillis pour une journée de découverte et de sensibilisation au sauvetage aquatique sur la plage du Larvoto. 2 classes de 6e du collège Charles III et une classe du collège FANB. Ils étaient tous réunis pour la 4e édition de la Water Safety Day organisée par la Fondation Princesse Charlène, le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco et l'association Cap Opa Cap en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque. L'objectif, c'est de sensibiliser les enfants à la noyade. On est en été, ils vont tous aller sur la plage ou à la piscine. C'est d'essayer de comprendre les gestes qui sauvent et de pouvoir les répliquer. Et pour rendre cette journée ludique, de nombreux ateliers ont été mis en place. Vous allez apprendre à sauver quelqu'un qui est en détresse dans la mer. Vous allez apprendre à le sauver grâce à un outil qu'on appelle la bouée tube. Vous allez apprendre à le sauver grâce à un outil qu'on appelle le nipperboard. Vous allez apprendre aussi comment l'eau se crée sur Terre, comment elle tombe du ciel, qu'elle arrive dans les montagnes et qu'elle descend jusqu'à la mer. C'est un atelier qui s'appelle du flocon à la vague. Vous allez aussi apprendre à faire un massage cardiaque. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là ? En fait, on doit sauter dans l'eau et ramer 2 fois et après on doit se mettre à genoux et faire le tour des bouées et revenir. Est-ce que tu sais pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Oui, pour un peu apprendre à, à sauver des personnes, à faire des activités, plusieurs activités pour sauver. Et pour rendre cette journée encore plus ludique, les ateliers étaient tenus par diverses personnalités comme le quadruple recordman du monde d'apnée Pierre Frolat, l'humoriste Hassan de Monaco, Alain Bernard, champion olympique de natation, ou encore Kevin Rolland, champion du monde de ski freestyle. Nous tous qui sommes là, c'était vraiment pour porter les messages des risques déjà de ce qu'il existe autour de l'eau. L'eau c'est bien, c'est agréable, mais ça peut être extrêmement dangereux. Donc voilà, les sensibiliser sur le sauvetage, les initier. Pour qu'un jour, si jamais ils sont en situation, qu'ils puissent avoir les bons gestes. Et puis voilà, on est dans un endroit super sympa avec une super équipe. Donc c'est important aussi pour nous de pouvoir transmettre et partager notre passion autour de l'eau. Déjà, moi je suis un amoureux de l'eau, j'adore être dans l'eau. Donc déjà forcément ça me parle. Et puis Pierre Frolat m'a un petit peu amené pour supporter cette fondation. Donc super content d'être ici. Toutes ces personnalités se sont ensuite amicalement défiées lors de l'Ocean Race Sprint, de la course à pied, de la natation et du rescue paddle sous forme de relais. Tiré ou pointé pour la bonne cause, un tournoi caritatif de pétanque avait lieu au Club Houliste afin de recueillir des fonds pour l'association monégasque Ombre et Lumière qui aide les personnes atteintes d'albinisme. Parmi les participants, la championne olympique de kayak, Émilie Fer. Le reportage est signé Dominique Poulain. Au Club Houliste monégasque, les joueurs, ce jour-là, ont une motivation un peu particulière. Ils viennent participer à un tournoi de pétanque caritatif. Les frais d'inscription seront reversés à Ombre et Lumière Monaco, une association qui a pour but de faire connaître l'albinisme, soutenir et financer la recherche de cette maladie génétique dont les conséquences sont d'importants troubles visuels ou une diminution de pigmentation de la peau et du système pileux. L'idée et le sens premier de cet événement-là, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur la maladie
C'est quelque chose c'est une maladie rare, très rare. C'est à peu près une naissance sur 17 000 dans le monde. À savoir que c'est vrai que la partie Afrique subsaharienne est la plus touchée. Généralement, la partie Europe aussi, mais c'est moindre. Et donc en fait, de pouvoir expliquer pour éviter tout ce qui est discrimination et mise à l'écart. Et cette année, Émilie Fer a fait le déplacement. La championne du monde et championne olympique de kayak participe régulièrement à des actions menées au profit d'associations. Ça fait toujours plaisir de pouvoir contribuer grâce à la médaille olympique à des associations comme ça qui viennent vraiment en aide à des personnes qui ont besoin. C'est une maladie que je ne connaissais pas du tout, et l'albinisme, et c'est l'occasion du coup de rencontrer encore une fois du monde et de pouvoir mettre en avant ces associations. Moi j'en ai fait une leçon de vie. Pour moi, maintenant aujourd'hui je le vois comme quelque chose de positif parce que j'ai pas peur de la différence. Puis au moins ça me permet d'avoir des amis vrais, sincères, et de voir la sincérité des gens, leurs remarques et tout ça, de trier en fait les gens intelligents et pas intelligents. Ici, pas d'exploit sportif. Pour les enfants, les joueurs de pétanque, les passionnés de ce jeu de boules ou encore les néophytes se prêtent au jeu. C'est pas évident, hein. Je suis plus à l'aise quand même dans mon bateau avec la pagaie en main sur l'eau. J'admire, je préfère rester de côté et regarder jouer les professionnels, et c'est assez impressionnant. Les fonds récoltés ce jour-là permettront d'aider les enfants dans leur scolarité. Selon l'efficience visuelle, des aménagements pédagogiques sont nécessaires pour permettre aux élèves de poursuivre une scolarité normale. Des aménagements qui ont forcément une incidence financière. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Du football avec la finale de la 5e Coupe Prince Albert II, une coupe inter-entreprise qui se jouait sur le stade de Cap-d'Aille à 7 contre 7, une finale en présence du souverain qui a opposé les Carabiniers face au Diamond FC, et c'est l'équipe des Diamond FC qui l'a emporté 8-0. Nous restons dans l'univers du sport avec une large page consacrée aux Jeux méditerranéens qui se déroulent en ce moment même à Tarragone en Espagne. Et je vous propose de suivre dans un premier temps le résultat du porte-drapeau de la délégation monégasque, Kevin Crovetto. Nous faisons le point sur place avec Émilie Rousseau et Serge Prémont. 5 ans après les Jeux méditerranéens à Mersin, Kevin Crovetto s'est à nouveau qualifié pour la finale des Jeux. Le gymnaste a vécu une saison particulière cette année puisqu'il a passé son diplôme d'entraîneur, un diplôme obtenu haut la main en terminant major de sa promotion, mais qui a quelque peu perturbé sa préparation pour cette compétition à Tarragone. La disponibilité de sa salle d'entraînement à Monaco y a également joué. Néanmoins, le Monégasque sort de ce concours général avec les honneurs. Il a présenté un programme de base sur les 6 agrès, un sans faute avec de meilleures notes que la veille. Il finit à la 17e place. C'est satisfaisant, j'ai fait 12 complets sans tomber, donc ça déjà c'est un premier point très positif. Sans gym, il ne faut pas tomber si on veut être classé. Et après c'est pas mal, c'est une bonne base. Comme tu l'as dit, c'était une saison un peu compliquée parce que j'ai passé des examens tout le long de l'année, donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps d'entraînement et là c'est le début d'un cycle. La principauté était doublement représentée lors de cette finale. Julien Gobot, matché pour la France. Le licencié de l'Étoile de Monaco est actuellement l'un des meilleurs gymnastes tricolores. Avec un programme parfait, il décroche l'argent à quelques dixièmes de l'or. Un résultat plus qu'encourageant pour celui qui s'est fait opérer de l'épaule l'an dernier. Ça fait plaisir, ça fait vraiment un an tout juste, un an un peu plus, un an et un mois. Et voilà, c'est vrai que c'est galère avec les blessures, de revenir, d'être là, c'était l'objectif. Et puis ça se congratule par une médaille par équipe hier, avec un peu d'amertume. On aurait bien voulu glaner le titre. Et là, être deuxième, bon pareil, à 2 dixièmes, c'est rageant. Mais bon, c'est la loi du sport, il était meilleur que moi aujourd'hui et je prendrai ma revanche une prochaine fois. Thierry Hems peut donc être un entraîneur heureux, lui qui coach les 2 gymnastes depuis leur début. Kevin qui a fait un super boulot, sans trop d'entraînement, encore une fois je le répète parce que c'est important. Avec l'expérience, il a su faire une compétition parfaite et se classer 17e d'un concours très relevé.
Et Julien confirme sa montée en puissance et son leadership de l'équipe de France. Et j'espère que très vite, il va être dans les 5-6 mondiaux. Et la gymnastique monégasque sera au premier plan à la rentrée sportive puisque l'Étoile de Monaco matchera dans le top 12 la saison prochaine. Avant cela, Kevin Crovetto et Julien Gobot se rendront à Glasgow pour les championnats d'Europe et à Doha pour les mondiaux, avec dans un coin de la tête les Jeux olympiques de Tokyo. Après la gymnastique, parlons natation avec Claudia Verdino. La monégasque était en finale du 200 mètres d'eau. Retour sur sa compétition dans ce reportage. Au lendemain de son 200 mètres 4 nages, Claudia Verdino a retrouvé le centre aquatique de Kemplar pour la finale du 200 mètres d'eau. La monégasque ligne d'eau numéro 8 est opposée à des nageuses qui seront sûrement sur le podium européen l'été prochain. On pense par exemple à l'Espagnol Zamorano. La tâche s'annonçait compliquée donc pour Claudia Verdino, mais elle a tout donné malgré le contexte particulier. Elle vit à Tarragone sa première finale méditerranéenne. Je suis contente, je me suis amusée, j'ai profité. Pour moi c'est positif, même si je ne fais pas mon meilleur temps. Pour ces Jeux, Claudia a dû s'adapter au fait que la piscine soit en extérieur. Elle s'était entraînée avant la compétition pour s'habituer à cette particularité. Avec un temps de 2,28,59, la monégasque réalise une course correcte en se rapprochant de son record de la saison. Elle fait sa course et compte tenu de l'ambiance et de l'environnement, forcément elle part un petit peu vite. Elle réalise son meilleur temps aux 50 mètres et aux 100 mètres dans cette course, donc forcément un petit peu difficile sur le 3e et le 4e 50, mais malgré tout elle réalise l'équivalent de ce qu'elle a fait en finale B la semaine dernière au meeting Mare Nostrum. Alors que nous l'avions connue Benjamin de la délégation monégasque lors des Jeux des petits États d'Europe au Luxembourg en 2013, Claudia Verdino a bien grandi et affiche ses aspirations. Elle aura pu compter sur le soutien d'Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, venue l'encourager avec une partie de la délégation. Il est l'heure à présent de découvrir notre Focus Info de ce mardi. Il est consacré aux premières rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Je vous propose de revenir sur les moments forts qui ont rythmé ce week-end de festivités. Drôle d'occupant ce samedi matin sur la place du Palais. Une dizaine de moutons attirent tous les regards pour le plus grand plaisir des plus petits. Tout autour des chalets proposent de découvrir des spécialités régionales. Il s'agit de la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, un événement organisé pour la première fois en principauté. Ça s'est organisé en plusieurs mois et là maintenant je crois que pour nous le travail est terminé, il n'y a plus qu'à laisser aller, mais je pense que le public est présent, le beau temps est au rendez-vous et je suis ravi. En termes d'organisation, il y a une quarantaine de personnes, quand on compte tous les services de l'État, de la mairie de Monaco Interexpo, et après les exposants, les invités sont à peu près au nombre de 300. L'idée de cette rencontre est née d'une volonté du prince souverain de pérenniser les liens d'autrefois avec ses anciens territoires. Accompagné de la princesse Charlène et des enfants princiers, il a d'ailleurs participé à l'événement. Après une visite des différents stands, la famille princière a assisté à l'une des animations proposées durant le week-end, le spectacle de marionnettes aux côtés d'enfants venus en nombre. Oh, quel magnifique palais! Vous trouvez pas les enfants qu'il est beau ce palais? Le prince héréditaire Jacques a ensuite eu la surprise de monter à bord d'un camion de pompiers. Son sourire en disait long sur son émerveillement. Une trentaine d'animations étaient proposées, des dégustations culinaires avec découverte de produits locaux comme l'huile d'olive de Menton ou le fromage Cantal présenté par le comté de Carladès. Il y a 1100 producteurs dans notre département du Cantal et il y a une soixantaine de producteurs fermiers. Donc là on est venu avec un de nos collègues qui fabrique du fromage chez lui. Et donc on présente 3 fromages avec des âges différents, 1 mois, 4 mois et pratiquement 1 an d'affinage, avec des goûts et des intensités complètement différentes. Dans les allées, nous pouvions également retrouver des savoir-faire d'autrefois. Ces passionnés présentaient le façonnage de santons de Provence, la confection de fuseaux de lavande ou encore les fameux citrons de Menton. Je fais un citron de Menton. Et comment on fait ça ?
Ben, on met de l'argile d'un moule, après on met une boule de papier dedans et ensuite on fait la feuille avec de l'argile verte. Beaucoup d'animations donc pour petits et grands, comme cette présentation de la taille de pierre. Ça, c'est la tradition donc, surtout de la région d'ici, pour faire la soupe au pistou, par exemple. Alors, pour écraser l'ail et le basilic. Après, on faisait l'aioli aussi, mais l'aioli, c'est un peu froid, parce que l'aioli a tendance à ne pas monter quand il fait trop froid. Et la pierre, c'est pas trop bon. Enfin, mais souvent, on fait l'aioli dans dans les mortiers en bois. Après, donc, ça servait aussi pour faire la brandade de morue. Parce que la brandade de morue, il y avait une autre qui n'avait pas la moulinette à l'époque, et il pistait ça là-dedans. Et entre autres, on faisait aussi la soupe de poisson. Soupe de poisson qui était traditionnelle de la région, quoi, disons. Alors ils prenaient les petits poissons, ils les faisaient bouillir, et puis ils n'avaient pas les moulinettes comme aujourd'hui, ils n'avaient pas les machines électriques, et donc ils écrasaient là-dedans. Voilà. Donc c'était un outil primordial pour la cuisine mentonnaise, surtout mentonnaise de la région, quoi, voilà. Tradition rime généralement avec folklore. La Palladienne a ouvert le bal des troupes folkloriques. Les villes invitées ont ensuite emboîté le pas sur scène. Notre groupe folklorique La Mentonnaise est un groupe qui a fêté cette année 72 ans, puisque nous sommes nés en 1945, juste après la guerre. Et donc nous avons des liens avec la principauté de Monaco. Nous sommes venus plusieurs fois déjà pour les feux de la Saint-Jean sur cette même place. Et cette année, donc, c'est l'apothéose avec cette première rencontre des sites historiques Grimaldi. La ville de Menton faisait donc partie des invités de cette première édition, tout comme les Baux de Provence et le Carladès, en l'honneur du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, respectivement marquis des Baux et comtesse de Carladès. Quelles sont les traditions que vous avez souhaité mettre en avant, Jean ? Alors l'élevage des moutons, comme ici, bien sûr, la culture de la lavande et des tresses qui sont faites à partir de la lavande, l'huile d'olive, bien sûr, parce que ça fait partie des grandes traditions de la vallée des Baux, avec des AOC et plein de médailles chaque année. Et puis on a un artisan qui travaille l'argent aussi, qui est là et qui va montrer ce qu'il sait faire. Et le Barbazuan, c'est moi. Vous m'avez reconnu, les enfants? Je suis un beau Barbazuan. Hein. Allez, je vais chanter. Dans la famille des Barbazuan. Allez, à toi. D'accord. Dans la famille des Barbazuan. Ça s'appelle comment cet instrument? On a entendu parler, on vient voir les affrontements de Béour, de chevaliers. C'est ça qui a fait qu'on est monté jusqu'ici. Place au combat tant attendu. À 2 reprises dans la journée, le public a pu assister à un tournoi de combat médiéval, le Béour, un spectacle qui n'avait rien de chorégraphié. Les combattants se portent de vrais coups avec des armes de 2 à 3 kg et une armure de 20 à 30 kg, une réelle prouesse sportive. À la nuit tombée, les festivités continuent avec une première sur la place du Palais. Un spectacle de 18 minutes de son et lumière projeté sur la façade du Palais Princier. Un spectacle haut en couleurs, retraçant l'histoire de la dynastie des Grimaldi et des liens qu'elle tisse avec ses anciens fiefs. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons les prévisions météo de ces prochains jours. Mercredi, il fera beau avec un soleil radieux toute la journée. Les températures varieront de 22 à 26 degrés. Jeudi, un temps plus incertain avec notamment pas mal de nuages dans la matinée, comptez de 20 à 22 degrés. Vendredi, et ce sera valable jusqu'en début de semaine prochaine, un soleil largement prédominant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute notre actualité sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet Monaco Info. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.